Il est 11h31, nous pouvons donc démarrer. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue sur ce webinaire consacré au transfert des acquis de la formation. Vaste sujet, sujet d'importance pour les professionnels de la formation. On va en parler tout au long de ces webinaires. C'est un défi majeur dès lors que l'on s'intéresse à l'efficacité de la formation, parce que comment prétendre s'attaquer à la question de l'efficacité si on ne se demande pas finalement ce qui se passe après la formation. Donc c'est vraiment là l'essentiel. Notre travail en tant que professionnel de la formation ne s'arrête pas le soir à 17h lorsque l'on parle de formation présentielle. C'est vraiment notre travail s'arrêtera dès lors où les participants auront démontré qu'ils ont pu acquérir les connaissances, les compétences, les capacités visées et surtout qu'ils les utilisent en situation de travail. Donc ça va vraiment être le thème de ce webinaire et de montrer en quoi le digital learning peut aussi vous aider à relever ce défi. Je suis donc Jonathan Potier, Digital Learning Consultant chez MySkillCamp. Vous avez mon adresse email sur le support. Le support vous sera aussi envoyé par ailleurs. Et puis n'hésitez pas à prolonger l'échange donc par email suite à ce webinaire ou à me retrouver sur LinkedIn notamment. Alors un mot avant de démarrer sur MySkillCamp. Donc qu'est-ce que MySkillCamp? MySkillCamp est une société qui notamment édite une plateforme qui est à la fois LMS, donc un LMS, Learning Management System, et aussi un TMS, Training Management System. L'idée étant de centraliser finalement toutes les activités de formation au sein d'une plateforme. Donc une plateforme qui vous permet de créer des contenus de formation, des parcours de formation, des modules de formation, de les gérer et de les diffuser auprès de vos différents publics d'apprenants. Donc on gère à la fois la formation présentielle, la formation en salle, la formation mixte, blended learning. Donc à partir du moment où vous commencez à mixer des modalités de formation, du présentiel, du distanciel, etc., on parle de formation mixte ou blended learning, et également, on va dire, du e-learning pur, des formations digitales, du digital learning. Et donc c'était une volonté de créer, dans le milieu de la formation, on remarque qu'il y a souvent beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils différents, et c'est pas toujours évident de ce fait d'offrir une expérience d'apprentissage unifiée pour l'apprenant, qui doit se promener d'une plateforme à l'autre, d'un outil à l'autre. Il commence une formation présentielle qui est gérée par tel outil, puis on lui demande d'aller se promener sur telle plateforme e-learning pour prolonger la formation. Ensuite, il doit se connecter sur une plateforme pour suivre un webinaire, et enfin, il doit se connecter sur une autre plateforme pour évaluer la qualité ou l'efficacité de la formation. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on va tout réunir sur une plateforme pour offrir une expérience utilisateur, donc en tant qu'utilisateur d'une plateforme, et une expérience d'apprentissage qui soit vraiment homogène, unifiée. Et là, l'une des forces, entre autres, de cette plateforme est aussi une capacité à gérer de manière vraiment très très simple l'ensemble des publics d'apprenants. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous pouvez très bien imaginer vouloir former à la fois des personnes en interne, des collaborateurs ou des clients, par exemple. Donc, dans ce cas-là, plutôt que d'avoir on va dire des plateformes différentes, des accès différents, etc., nous, on a introduit la notion de camp qui vous permet finalement, à partir de votre espace, en tant que responsable formation ou en tant que formateur, dirigeant d'un organisme de formation, de pouvoir gérer très facilement des groupes, des métagroupes de formation. Donc le cas typique, c'est on a un client par exemple qui utilise notre plateforme pour gérer à la fois donc ses collaborateurs avec des camps qui vont représenter différents domaines de formation et qui va en même temps avoir un camp dédié à la formation de ses clients. Ou il va ouvrir aussi des camps permettant à ses prestataires de formation, ses partenaires formation externes, de venir alimenter, de venir déposer des contenus de formation. Ou alors ce sont des prestataires de formation qui vont
créer des camps, donc des groupes pour chacun de leurs clients, de manière à ce que lorsque leurs clients se connectent à la plateforme, ils vont retrouver le nom de leur entreprise, leur logo, etc. Le tout en ayant un outil auteur, donc qui permet de créer des contenus de formation qui soient décorrélés de ces camps. Donc vous créez vos contenus de formation et ensuite vous décidez dans quel camp vous allez venir les diffuser. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le cœur de notre activité. Et en parallèle, on propose évidemment du conseil, de l'accompagnement et de la formation sur les différents sujets relatifs au digital learning. Pour ma part, en particulier sur toutes les problématiques liées à l'évaluation des formations et à l'amélioration de l'efficacité des formations, notamment la question du transfert des acquis. Alors justement, la problématique du transfert des acquis, pourquoi problématique? Parce qu'il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'évaluation et de l'amélioration de l'efficacité des formations, honnêtement, c'était pas quelque chose qui empêchait les professionnels de la formation de dormir. On se posait plutôt des questions sur, finalement, on veut améliorer nos programmes de formation, on veut optimiser on va dire le travail avec nos prestataires, on veut améliorer les modalités pédagogiques, etc. Et tranquillement, il y a ce sujet du transfert qui a fait ou qui a refait surface parce qu'on s'est bien rendu compte que finalement la manière dont on travaillait, le temps que l'on passait à penser uniquement pédagogie, c'était du temps qui n'était pas consacré aussi à ce qui se passait après la formation. Et quelqu'un qui est formé et qui n'utilise pas ce qu'il a appris, c'est un peu une perte sèche pour l'entreprise. Et donc, il y a un modèle, évidemment, qui m'a accompagné tout au long de ces dernières années, qui permet de situer un peu justement cette problématique du transfert des acquis. Ce modèle, c'est le modèle de Kirkpatrick. Donc vous l'avez à l'écran. Kirkpatrick, c'est un chercheur américain qui un jour s'est demandé tout simplement ce que l'on pouvait attendre d'une formation. Donc il s'est dit, il a réfléchi, il a écrit des articles, ensuite il a sorti un certain nombre de livres. Et ce modèle est devenu un peu un modèle de référence dans le monde entier. Et Kirkpatrick dit ceci, finalement, suite à une formation, on a quatre types d'effets, quatre niveaux donc d'évaluation possibles d'une formation, d'une action de formation. Le niveau 1, réaction, c'est ce que l'on appelle assez fréquemment, notamment en France ou en Belgique, on parle d'évaluation à chaud. C'est grosso modo la satisfaction des participants. Est-ce que les participants ont réagi positivement à la formation? C'est ce que l'on évalue habituellement avec des questionnaires d'évaluation à chaud, justement, ou lorsqu'on fait des tours de table en fin de formation, etc. Le niveau 2, l'apprentissage, c'est vraiment justement est-ce que mes apprenants, c'est le cas de le dire, ont appris des choses à l'issue de la formation. C'est bien la moindre des choses que d'attendre une formation entre guillemets qu'elle forme, donc elle permette d'apprendre. Et donc, est-ce que je sors de la formation intellectuellement ou habilement enrichi? Le niveau 3, que Kirkpatrick a appelé donc behavior, comportement, et ce qu'on appelle aussi fréquemment transfert des acquis, ou parfois on parle d'évaluation à froid, ça va être le cœur de ce webinaire, c'est vraiment est-ce que ce qui a été appris en formation, donc au niveau 2, est utilisé, donc transféré depuis le lieu de formation, qu'il soit physique ou virtuel, jusqu'au poste de travail. Donc jusqu'à vraiment la situation professionnelle, les situations professionnelles vécues par les apprenants. Et enfin, niveau 4, là on est plutôt sur l'impact un peu plus quantitatif de la formation, l'impact sur les indicateurs de résultats. Lorsqu'on va, par exemple, réfléchir à une formation commerciale, on va penser à l'augmentation du chiffre d'affaires, une formation à la sécurité, on va réfléchir à des indicateurs tels que la réduction des accidents de travail, etc. etc. Et donc, ce modèle, dans ce modèle à 4 niveaux, on a toujours tendance à considérer que le niveau le plus important, c'est le niveau 4, parce que c'est le niveau qui est tout en haut de l'escalier, tout en haut de la pyramide. Ça n'est pas vrai. Le niveau le plus important dans ce modèle, c'est le niveau 3, justement. C'est celui du transfert des acquis. Parce qu'à partir du moment où il y a une cassure dans le modèle, donc des personnes
réagissent positivement à la formation niveau 1, qu'elles apprennent niveau 2, mais qu'elles ne transfèrent pas au niveau 3, c'est même pas la peine d'aller mesurer le niveau 4. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas de démonstration, en tout cas, de la valeur ajoutée de la formation. Et le drame, si oui, on peut considérer que c'est un drame, parce que vu les investissements dans la formation professionnelle, on peut considérer que c'est un drame si ce sont des coups d'épée dans l'eau, quelque part. Le drame étant que vous allez former des personnes qui ne vont jamais utiliser ce qu'elles ont appris. Et donc, ça va rester, on va dire, à l'état de culture générale. Et donc, lorsqu'une entreprise investit dans la formation de ses collaborateurs, si derrière, il n'y a pas ce transfert de l'apprentissage qui est opéré, eh bien, tout simplement, c'est voilà, on aura formé de manière relativement inutile. Donc, c'est nécessaire en tout cas de se poser la question du transfert. Alors, pourquoi s'intéresser au transfert et donc au comportement? Comme je l'ai mis ici sous forme de boutade, ça nous rappelle des souvenirs, cette expression. Le changement, ça n'est pas toujours maintenant. Il y a des chiffres qui reviennent assez fréquemment pour montrer qu'un changement de comportement, comme par exemple le fait d'utiliser ce que l'on a appris en formation, ne se fait pas naturellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre quelque chose le lundi et le mettre en pratique le mardi. Ça ne devient pas un comportement ancré de façon durable, comme ça, en 24 heures. Et donc, il y a pas mal de recherches scientifiques qui se sont intéressées au sujet. Il y a pas mal de chiffres comme ça qui reviennent, qui sont avancés. Alors, je vous les ai mis à l'écran, donc sur le support, et je vous en dis réfléchir quelques instants, d'imaginer, d'après vous, le fait de changer de comportement, d'après, encore une fois, pas mal d'études scientifiques, quel est le temps requis? Je vous ai mis 18 jours, 21 jours, 66 jours, 254 jours ou encore plus. Alors, il y a un chiffre qui est fréquemment avancé, c'est ce qu'on a appelé le mythe des 21 jours, en disant bah, finalement il faut 3 semaines pour appliquer ce qui est appris, enfin pour changer de comportement. Donc on peut imaginer par exemple le fait d'appliquer quelque chose qui a été appris en formation. Voilà, je suis un commercial, j'ai appris, j'ai été formé à la maîtrise de la reformulation, des techniques d'écoute active face à mes clients, etc. Je suis formé encore une fois le lundi ou le mardi, boum, le mercredi, je ne vais pas forcément mettre cela en pratique directement de façon maîtrisée et durable. Il va falloir du temps, il va falloir répéter quelque part ce comportement, il va falloir le renforcer, etc., etc. Eh bien, les études montrent qu'un changement de comportement, ça peut prendre effectivement 21 jours et ça peut aller justement jusqu'à, l'une des études recense en tout cas une durée qui est de 254 jours. Donc entre 21 jours et 254 jours. Donc c'est quand même assez énorme. Donc la question que je pose, c'est comment peut-on imaginer qu'une formation de quelques heures ou de quelques jours peut suffire à changer un comportement qui va demander des dizaines, voire des centaines, si on passe les 200, de jours. Donc ça montre bien quelque part que la formation n'est pas suffisante. La formation doit être considérée comme étant le début de quelque chose, mais un relais doit s'opérer. On doit pouvoir relayer l'effet de la formation pour que le comportement devienne vraiment ancré. Et l'exemple que je prends souvent, et c'est un peu pour cela que je vous tends des flûtes de champagne en bas, éventuellement peut-être pour les Français pour fêter la victoire de la France lors du match de cet après-midi, mais c'est l'idée des résolutions de nouvelle année. Vous savez très bien comment cela se passe. On prend des résolutions le 31 décembre au soir, puis on se dit, écoutez, moi, cette année, je vais perdre du poids, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer, etc. Et puis, généralement, ça s'écroule aussitôt. Voilà, une dédicace aux personnes qui disent moi je vais perdre 5, 10, 15 kilos. Une semaine après, on a la galette des rois et donc tout s'écroule. Et puis voilà, on reprend nos bonnes vieilles mauvaises habitudes. Et bien, tout simplement parce que généralement, on va prendre ses résolutions seul dans son coin.
et il va pas y avoir de stimulation externe, de stimulation sociale. On va pas forcément mesurer quels sont nos progrès. On va pas avoir de renforcement. Enfin bref, on va se retrouver dans la situation de nombreux apprenants suite à une formation à qui on va dire très bien, tu as appris des choses dans cette formation, maintenant qu'est-ce que tu vas en faire? Et généralement, on est un peu seul dans ce cadre-là. Donc, on n'a pas pensé à l'après-formation et on n'a pas pensé forcément à, à une forme de renforcement post-formation qui permettrait vraiment d'amener les apprenants à utiliser ce qu'ils ont appris. Alors, le constat est le suivant. Le tableau est relativement noir. Évidemment, maintenant, on va regarder comment on peut améliorer la situation. Alors, comment peut-on favoriser le transfert des acquis? Sachant que, c'est un chiffre que je n'ai pas donné, mais un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est que pas mal aussi de recherches, d'études scientifiques ont montré que on va dire le taux de transfert des acquis, c'est-à-dire la part de ce que vous allez réellement utiliser en situation de travail, était en moyenne de 10 à 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10 à 30% de ce que vous apprenez, et donc j'ai bien dit de ce que vous apprenez, pas de ce que vous voyez en formation. Donc voilà, vous savez très bien qu'entre ce que l'on voit en formation et ce que l'on retient réellement, il y a déjà un écart assez notable. Eh bien, de 10 à 30% de ce que vous avez appris uniquement va être transféré en situation de travail. Alors bien sûr, c'est une moyenne, donc ça peut être plus élevé, comme ça peut être inférieur. Donc on peut atteindre les zéros. Mais en moyenne, si on considère le 10 à 30%, ça signifie que dans le pire des cas, dans la moyenne basse, on a 90% du budget formation qui ne se transforme pas en compétences utiles sur le terrain. Alors c'est toujours un chiffre qui peut être effrayant, notamment pour des directions générales, des directions financières à qui on répète sans arrêt que la formation est un investissement. Mais vous savez très bien, pour avoir suivi très probablement vous-même des formations, vous savez très bien ce qu'il en reste. C'est-à-dire que souvent, les mauvaises habitudes reprennent le dessus, le naturel revient toujours au galop, voilà, on passe à autre chose. On a vécu un bon moment en formation, on a appris des choses intéressantes, mais ça ne change pas nécessairement notre manière de travailler le lendemain, en tout cas pas toutes. Donc comment on peut aborder ce sujet, comment on peut favoriser le transfert des acquis? Eh bien, j'en reviens à Kirkpatrick, dont le modèle que j'avais présenté juste avant avait été créé en 1959, donc ça ne date pas d'hier. Il a été revu, ce modèle, il a été actualisé, et notamment en 2010. Alors j'ai mis 2010, là le copyright est 2010-2018, mais en haut j'ai précisé 2010 et 3 petits points, parce que le modèle continue à être mis à jour par, par la famille Kirkpatrick, exactement le fils et la belle-fille de Donald Kirkpatrick qui avait créé le modèle originel en 1959. Alors sans détailler tout ce modèle, parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi, ce qui est une idée, là je voudrais vraiment attirer votre attention sur le niveau 3 que l'on retrouve au centre. Les Kirkpatrick dans ce modèle se sont dit, toujours en se basant sur les résultats d'un certain nombre d'études, finalement, pour qu'il y ait niveau 3, entre guillemets, pour qu'il y ait transfert des acquis, on ne peut pas se satisfaire et se contenter uniquement de la formation. Donc, on va devoir travailler aussi sur tout un ensemble d'actions que eux appellent drivers, donc un peu des pilotes, des moteurs, et qu'en français, on a plutôt traduit par le terme levier, des leviers d'efficacité, des leviers pour maximiser le transfert des acquis. Donc tout un ensemble d'actions qui vont permettre de contrôler, de renforcer, d'encourager ou de récompenser la mise en œuvre des comportements attendus en situation de travail. Alors, je vais vous donner des exemples après, mais ces leviers sont vraiment essentiels. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, comme on le voit ici sur le schéma, une formation qui est au top au niveau 1, c'est-à-dire vraiment je sors de la formation, je suis ravi de la formation à différents niveaux. Niveau 2, j'ai appris tout un ensemble de choses très intéressantes. Et au niveau 3, eh bien, on va dire, le soufflet retombe parce que je reprends mes vieilles habitudes, parce que je n'ai pas forcément, premièrement, de contrôle, c'est-à-dire d'évaluation par, peut-être par un tiers, par mon manager, par exemple, qui pourrait évaluer, qui pourrait contrôler que je mets bien en œuvre les comportements attendus suite à la formation.
Il n'y a pas de renforcement parce que on ne me donne pas du contenu de formation supplémentaire, ou on ne me donne pas des bonnes pratiques, on ne me donne pas des checklists, peut-être pour m'accompagner au quotidien ou des choses comme ça. On ne m'encourage pas, et peut-être même qu'on ne me récompense pas pour mettre en œuvre justement les comportements attendus, donc pour faire ce transfert des acquis. Alors cette histoire de levier, elle est essentielle, parce que lorsqu'on réfléchit au levier, on n'est plus dans l'ingénierie pédagogique, on n'est plus dans l'ingénierie de formation, on est dans ce que j'appelle l'ingénierie de performance. C'est-à-dire qu'on va réfléchir non plus à construire une formation de qualité, mais on va construire une solution d'ensemble qui vraiment, c'est une gestion du changement. On passe d'un point A à un point B, et on va réfléchir à une ingénierie de performance. Comment on va construire une solution qui va amener des apprenants à devenir plus performants en situation de travail. Et là, lorsqu'on a cette réflexion en tête, on se rend bien compte que la formation ne sera pas suffisante. Alors, autre chiffre justement, et là ce sont les chiffres donnés par un autre Américain qui est Robert Brinkerhoff, qui travaille beaucoup sur la question du transfert des acquis, et lui a montré, par exemple, que si on ne faisait, si on se concentrait, on se focalisait uniquement sur l'action de formation, sans travailler sur l'amont ni l'aval, donc sur la partie amont, vraiment la préparation, on va voir après ce que recouvre ce terme et quelles pratiques on peut mettre derrière, mais je pars en formation préparée ou non, et je suis accompagné ou non en aval en tant qu'apprenant. Si on se concentre uniquement sur l'action de formation, si on se contente de ça, eh bien en moyenne, on a à peu près 15% des apprenants qui transfèrent leurs acquis, ce qui veut dire une personne sur 6. Donc quand vous avez une salle de formation, si vous animez une formation présentielle avec une douzaine de participants, eh bien, il y en a grosso modo 2 qui vont transférer leurs acquis. Donc les 10 autres, vous pouvez les inviter à sortir de la salle, sauf qu'on ne sait jamais quels sont les 2, quels sont les 10. Donc ça peut poser problème. Par contre, si vous prenez le problème à bras le corps et que vous travaillez de manière à passer d'une formation dite événement à une formation processus, donc en 3 étapes, en 3 phases, préparation, formation, accompagnement, là on peut aller jusqu'à 85% d'apprenants qui vont transférer. Autrement dit, grosso modo, 5 apprenants sur 6. Donc, c'est un véritable enjeu, parce qu'aujourd'hui, et on le voit, et notamment, je pense au contexte français, avec l'évolution du cadre légal, la réforme de la réforme de la réforme de la réforme, on en arrive à un stade où finalement on a de moins en moins d'obligations légales et réglementaires liées à la formation, beaucoup moins d'obligations de financement, et donc une plus forte pression, notamment des directions, on va dire, démontrer que la formation est un réel investissement, et on ne va pas se contenter de montrer que des participants, des apprenants ont été satisfaits de la formation. Ça n'est évidemment plus suffisant, et donc on attend maintenant des éléments tangibles, plutôt justement au niveau 3 et au niveau 4. Et on n'aura rien à montrer au niveau 4 si on ne s'est pas attaqué sérieusement au niveau 3. J'ai créé un livre qui s'appelle l'évaluation de la formation, et je dis toujours l'évaluation de la formation, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien si ça ne permet pas d'améliorer l'efficacité de la formation. Et donc là, si vous évaluez le niveau 3, vous êtes très content d'avoir construit un dispositif d'évaluation qui vous permet de montrer qu'il y a transfert ou pas, et que vous montrez des résultats négatifs, eh bien, je ne veux pas être à votre place le jour où vous allez montrer ce genre de résultats à vos commanditaires. Donc forcément, l'évaluation est une étape, mais le nec plus ultra, la logique des choses, c'est de prolonger le travail jusqu'à vraiment s'attaquer à la question du transfert des acquis. Alors, exemple de levier, qu'est-ce que je mets derrière ces termes contrôler, renforcer, encourager, récompenser? Alors, je vous en ai mis un certain nombre à l'écran, mais je reviens sur ce que je disais précédemment. Par exemple, dans le fait de contrôler, c'est le fait d'évaluer. Donc, c'est concrètement comment je vais montrer, comment je vais m'assurer qu'il y a bien eu transfert des acquis. Est-ce que je vais envoyer des questionnaires d'évaluation aux apprenants, ou à leurs managers, ou à des acteurs tiers? Ça peut très bien être des clients de la distribution, ça peut être des clients directement, ça peut être des collègues, pourquoi pas. Bon.
Est-ce que je vais procéder à des entretiens individuels ou des entretiens collectifs de groupe, etc. Est-ce que je vais faire des revues de travail? Bref, comment je vais, quel est, on va dire, l'arsenal en termes d'outils, de méthodes que je vais mettre en œuvre pour m'assurer que la personne a bien transféré ses acquis et donc change de comportement. Ça, c'est nécessaire. Le simple fait, en fait, qu'il y a un dispositif d'évaluation du transfert qui soit mis en œuvre, pareil, il y a des recherches qui ont montré cela, suffit à améliorer l'efficacité de la formation. Parce que forcément, vous prévenez les apprenants que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois peut-être, il va y avoir une évaluation qui va être réalisée, peut-être plusieurs, et donc ça change aussi leur attitude en formation. Ils n'y vont plus en touriste, quelque part. Vous voyez, donc c'est important d'aller vérifier cela. Comment je vais renforcer une formation, c'est une chose. Il y a eu plusieurs temps de formation, que ce soit en présentiel, en distanciel, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour prolonger l'efficacité de la formation? Est-ce que je peux envoyer des ressources complémentaires? Est-ce que je vais faire des sessions de suivi ou de regroupement, peut-être des classes virtuelles, des remises à niveau, leur remettre des aides-mémoires, etc. Stimuler la formation sur le tas. Donc comment je prolonge, comment je donne encore du contenu de manière à accroître la mise en œuvre des bonnes pratiques, donc des comportements. Comment je vais encourager, donc là évidemment on pense tout de suite au coaching, ça peut être du mentoring, on va en parler après, ça peut être du tutorat, c'est l'action du manager lui-même, comment vraiment on va faire en sorte que l'apprenant se sente encouragé, soit encouragé de manière à vraiment à mettre en œuvre ce qu'il a appris. Et enfin récompenser. Alors évidemment, on peut penser à la rémunération, mais je pense que je serai en retraite et probablement en retraite d'ici à ce que les entreprises se mettent à payer davantage leurs salariés parce que ils utilisent effectivement ce qu'ils ont appris en formation. Mais on peut imaginer quand même des éléments peut-être de primes, des challenges, des marques de reconnaissance, le fait de valoriser aussi, de communiquer sur les apprenants qui ont mis en œuvre des projets suite à la formation, qui ont mis en œuvre des plans d'action, etc. Donc voilà, il y a toute une logique de reconnaissance qui est à penser. Il faut penser rétribution et pas uniquement rémunération. Et donc des actions de ce type permettent d'améliorer justement le transfert des acquis. Alors, évidemment, c'est du temps, c'est de l'argent, ça peut avoir un coût. Et si je prends juste le cas de l'encouragement, si on commence à payer un coach qui va être mis, alors c'est une pratique très efficace, hein, mais qui n'est pas forcément efficiente, dans le sens où ça peut coûter de l'argent, évidemment. Et donc, derrière, la question, c'est comment je peux intégrer des leviers de ce type et m'appuyer sur le digital pour mettre en œuvre des actions de ce type pour aller dans le sens d'un contrôle, d'un renforcement, d'un encouragement et d'une récompense de la mise en œuvre des comportements, donc du transfert des acquis, sur quoi je peux m'appuyer pour relever, on va dire, le défi du transfert. Eh bien, on va s'appuyer donc sur le digital et sur le digital learning. Et là, je voudrais vous montrer les pratiques que l'on met en œuvre à différents endroits avec différents clients. Donc, il n'y a pas forcément une bonne pratique qui ressort de tout ça. Il n'y a pas des bonnes pratiques dans l'absolu. À chaque fois, il faut tester, évidemment, parce que ce qui fonctionne chez l'un ne va pas forcément fonctionner chez vous, parce qu'il y a des questions d'organisation, il y a des questions de public, il y a des questions de culture. Et voilà, il y a différentes choses, mais je voulais quand même vous montrer quelques exemples pour vous inspirer vos pratiques et vous montrer qu'on peut très bien entrer dans cette logique de formation processus sans forcément que cela nous coûte plus cher. Parce qu'au final, ça coûte exactement le même prix, voire même ça coûte moins cher parce que il y a une question de réallocation des ressources. On va peut-être moins se concentrer sur l'action de formation elle-même, mais on va plutôt renforcer la partie pré-formation et la partie post-formation pour aller dans cette logique de formation processus. Alors, commençons par la préparation en amont. Comment on va favoriser l'engagement des salariés? Parce que c'est vraiment ça, on va dire, l'objectif de cette étape, c'est les salariés vont aller se former,
on ne pense pas encore au transfert, mais c'est quelque part comment on va les aider, les inciter à mettre le pied à l'étrier, comment on va favoriser leur engagement, donc leur rentrée physique et mentale dans la formation. Eh bien, par exemple, je vous mets quelques exemples comme ça, mais avec le digital, déjà, on peut imaginer faciliter l'inscription à la formation. Même chose, je sais que je fais souvent, ça c'est mon passé de thésard, mais je fais souvent référence à des recherches scientifiques. Mais lorsque les recherches le démontrent, on aurait dommage, enfin, on aurait tort, pardon, de ne pas se préoccuper des résultats de ces recherches. Mais des recherches ont montré que on avait forcément de meilleurs résultats lorsque les personnes choisissaient d'assister à la formation. Et évidemment, n'était pas contrainte. Il n'y avait pas de contrainte à aller en formation. C'était vraiment quelque chose qui était volontaire. Donc forcément, travailler plutôt sur la motivation des personnes et leur offrir des possibilités de formation, ce qui est forcément possible par le digital. Lorsque vous leur proposez des catalogues d'actions de formation, lorsque vous leur permettez de suivre des modules un peu à la clé ou des choses comme ça, vous facilitez l'inscription à la formation. Ça n'est pas vécu comme étant une contrainte, une injonction, une demande de leur manager ou de la direction, etc. Donc ça peut être déjà un élément qui est plus facilement intégrable lorsqu'on s'appuie sur le digital learning. On peut montrer aux apprenants les bénéfices possibles de la formation. Alors, je suis toujours très étonné de voir que pour les entreprises qui vont un peu plus loin dans l'évaluation, et même simplement même les entreprises qui font de l'évaluation de niveau 1, donc l'évaluation de la réaction, de la satisfaction à chaud, qu'elles n'exploitent pas les résultats des questionnaires, notamment pour montrer au début de la formation ce qu'ont pensé les apprenants antérieurs. Donc, vous commencez la formation, et plutôt que d'enchaîner directement, peut-être qu'on vous présente les résultats. Et donc ça peut se faire très facilement en ligne. À partir du moment où vous digitalisez l'évaluation de la formation, c'est très facile de reprendre les résultats et en amont d'un module de formation, de dire voici ce qu'en ont pensé vos collègues précédemment. Et moi, je vais plutôt croire mes collègues que le service formation, parce que mes collègues font le même métier que moi, je les vois au quotidien, ils sont sur le terrain, etc. Et donc, un responsable formation qui va me dire cette formation est formidable, il faut à tout prix la suivre, ça a moins de poids que si c'est un ou une collègue qui va me dire moi j'ai vraiment retiré beaucoup de choses de cette formation, ça m'a permis d'améliorer mes pratiques, j'ai eu des bons résultats, etc., etc. Donc ça peut être une idée aussi. Évidemment, présenter des objectifs concrets, observables et mesurables. Alors que ce soit en présentiel ou dans le cadre de formation digitale, c'est essentiel. On doit savoir ce que l'on vient chercher en formation. Donc, si vous commencez une formation et que vous n'avez pas d'objectifs, ou vous avez des objectifs qui sont très flous, qui ne commencent pas par des verbes d'action, etc., eh bien, dans ce cas-là, comment voulez-vous vous projeter dans la formation? Je reprends toujours ce chiffre, mais une consultante d'un très grand organisme de formation, leader en Europe, je pense, m'avait dit que 30 à 40% des personnes qui arrivaient à l'accueil de la salle de formation à Paris, l'un des lieux de formation principaux de cet organisme de formation, 30 à 40% des participants ne connaissaient pas le nom de la formation qu'ils venaient suivre. Donc derrière, vous imaginez, vous commencez la formation, donc effectivement, il n'y a pas ce travail en amont de communication qui a été réalisé. Et en plus, derrière, on vous présente les objectifs et puis ça ne vous parle pas parce que ce sont des objectifs flous, etc. Donc, évidemment, vous ne vous engagez pas dans la formation. C'est l'occasion de présenter le dispositif d'évaluation aussi, parce que forcément, comme je disais précédemment, on va lutter contre une attitude de touriste, parce que je vais montrer concrètement comment les effets de cette formation vont être mesurés. Et donc, je vais savoir déjà si oui ou non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je vais devoir peut-être rendre des comptes à mon manager, façon de parler, pardon, mais comment on va vérifier que je transfère bien mes acquis, etc. Donc, forcément, ça change un peu ma posture d'apprenant. On peut impliquer les managers. En s'appuyant sur le digital, c'est très facile aussi de les impliquer, de les mettre en copie, peut-être des messages qui vont être envoyés, de manière à leur envoyer des résumés de la formation, de leur donner des conseils sur les questions et les messages à faire passer en amont de la formation et en aval, faire en sorte, par exemple, qu'ils préparent d'ores et déjà un court entretien, que ça soit planifié dans l'agenda, etc., pour
faire le bilan de ce qui a été appris en formation et envisager un plan d'action, des moyens, etc. Et évidemment, l'évaluation, on n'en sort pas. C'est peut-être l'occasion en amont de vérifier que les personnes ont les connaissances déjà, ou quel est leur niveau de connaissance sur le sujet, et peut-être aussi leur comportement, c'est-à-dire quel est l'état de leur pratique par rapport au sujet de la formation, et est-ce que les personnes mettent déjà en œuvre ou non les comportements attendus à l'issue de la formation, en lien avec les objectifs donc définis précédemment, et si oui, à quelle fréquence. Pendant la formation, on va surtout favoriser l'apprentissage. Donc, par exemple, on peut demander aux participants de verbaliser les bénéfices futurs de la formation. Donc, on commence la formation comme ça. Donc, ça se fait très facilement en salle de formation, plutôt que de faire un tour de table classique où parfois on n'apprend pas grand-chose, ou en tout cas on a des informations qui ne sont pas vraiment utiles. Eh bien, ça peut être l'occasion de dire, par exemple, voilà, d'après vous, en quoi cette formation vous sera utile en situation de travail, et de faire réfléchir les groupes les participants en groupe sur ce sujet. Et évidemment, c'est le type d'activité qui peut se faire aussi facilement, très facilement en ligne sur votre plateforme LMS. Proposer des exercices proches du contexte de travail. Donc cela va sans dire. Encore une fois, ça permet de réduire l'écart entre ce que les apprenants apprennent, c'est le cas de le dire, et vraiment la situation de travail qu'ils vont rencontrer demain. C'est un peu l'idée notamment des Québécois qui parlent de modules de TEP, de transfert à l'environnement pratique. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer cela dans vos formations, encore une fois, que ce soit des formations présentielles ou en ligne. On peut leur suggérer des actions à mettre en œuvre entre deux modules pour des formations séquentielles, voilà, plusieurs séquences, encore une fois pour inciter au transfert des acquis. On peut intégrer des pratiques d'évaluation par les pairs, faire en sorte de créer des binômes et peut-être justement en s'appuyant sur les outils du digital, nous c'est ce que l'on fait, je vous le montrerai après, mais pour créer des échanges et faire en sorte qu'il y ait des binômes. Alors ça peut être un apprenant avec son manager, un apprenant avec un formateur, un apprenant avec tout autre type de mentor dans l'entreprise, et pour continuer les échanges et faire en sorte qu'il puisse y avoir des pratiques d'évaluation, pourquoi pas mutuelles, bilatérales. Prévoir une activité de formalisation du transfert par le participant, c'est-à-dire qu'on lui met à disposition une grille d'auto-observation et on lui permet de faire sa propre évaluation. L'autocontrôle est aussi une chose très très importante. On peut mettre sur pied un dispositif de mentoring pour favoriser les échanges inter-modules ou inter-séquences. Et évidemment, tout au long de la formation, on évalue en continu les niveaux 1 et 2. Imaginez-vous faire cela uniquement sur le papier. Eh bien, tout simplement, ça sera chronophage, vous n'allez pas recevoir les questionnaires, ça ne sera pas complété, tout va se perdre et à la fin, vous aurez des résultats, des données dans tous les sens. Ça sera tout simplement très, très difficile, voire impossible à analyser. Donc, il faut utiliser le digital intelligemment, là où ça vous permettra vraiment de gagner du temps et de vous aider à formaliser un peu plus, à structurer votre process de formation. Et enfin, à la fin, après la formation, là, l'objectif, ça n'est plus de favoriser l'apprentissage, c'est de favoriser le transfert des acquis. Eh bien, par le digital, encore une fois, on peut évaluer plus facilement les niveaux 1 et 2. On peut imaginer organiser des sessions de suivi ou de regroupement, et je parlais tout à l'heure, par exemple, de classes virtuelles. Donc ça, évidemment, lorsqu'on a des apprenants qui sont éparpillés un peu partout, etc., bah, c'est plus facile de dire on a 1 heure de classe virtuelle et on va vraiment travailler sur ce qui a été mis en œuvre depuis. Le but, c'est pas de refaire le point sur des choses qui ont été vues en formation, pourquoi pas, mais c'est surtout de dire concrètement qu'est-ce que vous avez mis en œuvre depuis la fin de la formation et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et voilà, et que le groupe et le formateur, l'animateur puissent participer, puissent aider les apprenants à lever ces freins. On peut prolonger le dispositif donc de mentoring qui aura été initié précédemment, donc en binôme, voire directement avec des échanges entre équipes et groupes, donc une espèce de dispositif de mentoring, mais un peu plus collectif. On peut permettre aux participants, pareil, ça c'est facilité par le digital, de partager son propre plan d'action et la réalisation de celui-ci à un soutien de l'entreprise, qui peut être son manager ou une autre personne. Donc voilà, suite à la formation, voici les actions que j'ai mis en œuvre, et je mets quelqu'un en copie parce que le principe aussi du changement de comportement, c'est que vous changez plus facilement de comportement, donc vous mettez plus facilement en œuvre ce que vous avez appris en formation, par exemple, à partir du moment
ou vous l'annoncez publiquement. Je reviens sur les résolutions de nouvelle année tout à l'heure, mais c'est plus engageant si vous dites je vais perdre cette année 5 kilos, je reprends cet exemple-là, mais si vous l'annoncez à tout le monde, quelque part, vous prenez un engagement public, que si vous êtes seul dans votre coin à prendre cet engagement, ça ne vous met pas la pression, entre guillemets. Donc là, c'est la même chose. On peut donner les moyens aux apprenants vraiment de s'engager pleinement dans le succès, dans la réussite de la formation. Et enfin, évidemment, l'évaluation de niveau 3 régulièrement. Régulièrement parce que c'est pas... faut oublier le mythe du questionnaire d'évaluation à froid qui est envoyé 2 à 3 mois après et qui suffira. Parce qu'en fait, une bonne évaluation niveau 3, elle doit se faire en continu. Et je ne dis pas de régulièrement envoyer des questionnaires, parce qu'au bout d'un moment, les gens en ont ras-le-bol de remplir, de compléter des questionnaires. Donc, il faut penser aussi à d'autres modalités. Et justement, l'une de ces modalités, c'est celle du mentoring. C'est ce que je voulais vous montrer très rapidement avant de passer aux questions-réponses. C'est une fonctionnalité donc qui a été développée pour la plateforme MySkillCamp. Donc là, vous avez notre plateforme, une plateforme LMS, et on réfléchit systématiquement à des moyens d'utiliser, comme je le disais précédemment, intelligemment le digital, non pas pour tout digitaliser, parce qu'on ne pense pas que tout puisse être digitalisé. Hein, le présentiel, le contact physique a encore son intérêt dans on va dire de nombreuses modalités, de nombreuses actions de formation. Mais par contre, lorsqu'on peut s'appuyer sur le digital pour améliorer la préparation en amont des apprenants, je pense à des dispositifs de formation du type Blended Learning, lorsqu'on travaille sur l'amont, sur la préparation et sur l'aval pour le transfert des acquis, et bien dans ce cas, on réfléchit au développement de nouvelles fonctionnalités. Et l'une de celles que l'on a donc développée récemment, c'est celle-ci, donc c'est cette idée de mentoring. Donc vous avez ici, moi-même j'ai la possibilité, vous voyez, tac, en tant qu'apprenant, donc de m'inscrire à un programme de mentoring. Donc, voilà, Jonathan Potier, tac, je peux décider de devenir donc mentee, donc un mentoré, ou de devenir mentor au choix, et de définir quelles sont les compétences que je souhaite donc apprendre, développer ou transmettre au choix. Et donc ici, on peut imaginer, donc ça peut se faire de manière très très empirique, c'est-à-dire vous n'avez pas de référentiel de compétences, c'est pas grave. Suite à une formation, dans le cas de programme de formation particulier, vous dites ici quelles sont les compétences que ce programme de formation en tout cas permettra de développer. Donc ça peut être des compétences reliées aux objectifs de formation, ça peut être des comportements, etc. Ou alors vous avez un référentiel de compétences, et dans ce cas-là, vous l'importez dans la plateforme et vous pouvez travailler sur la base de ce référentiel. Donc vous avez un référentiel de compétences, évidemment derrière, on peut faire le lien avec des actions de formation qui permettront de développer ces compétences, mais on peut faire aussi le lien avec d'autres types d'actions. Et donc la formation n'est pas toujours la seule solution pour permettre de développer des compétences. Le mentorat, le mentoring est une modalité tout à fait appropriée. L'idée, c'est de contribuer à structurer un peu toute la partie un peu plus social learning, voilà, d'apprentissage collaboratif et de permettre finalement à des apprenants et à des mentors, quels qu'ils soient, de participer aussi à tout ce travail d'apprentissage et de contribuer à avoir une organisation un peu plus apprenante. Donc ici, vous voyez, donc bon, évaluation, j'ai la prétention de pouvoir transmettre quelque chose, quelques éléments assez utiles, assez intéressants sur la partie évaluation. Et par contre, on pourrait considérer que tiens, rapid learning, j'ai quand même pas mal de choses à apprendre. Donc voilà, je suis à la fois un mentor sur la partie évaluation et je suis un mentee, donc un mentoré sur la partie apprendre. Donc je me déclare en tout cas tel quel. Et ici, donc je vais aller sur mon portail d'administration, hein, donc mon petit tableau de bord. On peut imaginer que ça soit réservé donc soit aux responsables formation, soit aux
au talent manager, au responsable de formation, développement des compétences, etc., responsable développement des talents, gestion des talents. Et donc, j'ai à la fois mes mentees, mes mentorés. Donc, je vois qui sont les apprenants qui recherchent des mentors. Donc, j'ai ici Mathieu qui veut, par exemple, voilà, développer ses compétences sur la partie conception. Donc, moi-même sur la partie rapid learning, on a Caroline sur le micro-learning, etc. Et j'ai les mentors. Si j'ai Kevin qui peut nous aider sur rapid learning, moi sur la partie évaluation, etc. Et donc, on peut faire en sorte qu'il y ait des mises en relation. Vous voyez, tac, je peux faire en sorte que voilà, Kevin puisse apporter à Mathieu des éléments sur, voilà, sur ce type de compétences. Alors, moi, je vais aller, par exemple, tant qu'à faire, autant s'appliquer cela. Voilà, Kevin peut m'aider sur ces 3 compétences. Ça tombe bien, ce sont donc les 3 compétences que je souhaite moi-même développer. Et donc, il va y avoir une mise en relation qui va s'opérer. Donc, je vais être mise en relation avec Kevin. Et donc, derrière, voilà, tac, je suis mis en relation. Jonathan avait demandé à être mentoré, a donc été mis en relation par Jonathan. Alors, effectivement, là, j'ai fait les choses moi-même avec Kevin pour ses compétences. Et donc là, on va pouvoir commencer à échanger. Alors, évidemment, c'est un échange qui est initié, on va dire, de façon virtuelle, ça se passe sur la plateforme, mais nous sommes bien conscients qu'évidemment, il y a des choses qui vont se prolonger, entre guillemets, dans la vie réelle. L'idée ici, c'est que Kevin, mon mentor, se retrouve en position, je perds de formateur, mais donc justement de mentor, et donc il va pouvoir me conseiller. Il va pouvoir partager avec moi des contenus, partager des ressources, partager des médias, me donner des conseils, etc. Et donc, à la fin, lorsqu'on se dira, OK, on va arrêter le mentoring, donc on peut décider, nous, d'arrêter le mentoring, ou ça peut être la personne qui administre ce dispositif qui va décider de l'arrêter. À partir, on va arrêter le mentoring, on va être notifiés tous les deux, et de manière à ce que notamment Kevin puisse dire en tant que mentor, oui ou non, est-ce que Jonathan a pu acquérir telle compétence, etc. Et donc, ça va venir alimenter mon profil. Donc voilà, très rapidement, je voulais vous montrer comment on pouvait orchestrer, organiser cet échange, alors qui peut se faire post-formation, mais qui peut aussi se faire, encore une fois, peut-être même dès l'amont de la formation, voilà, en disant, bah tiens, dans le cadre de ce parcours, on peut imaginer utiliser ce dispositif avec des tuteurs, par exemple, dans le cadre du tutorat. Ça peut être avec le formateur dans le cadre de la formation elle-même, entre les différentes séquences, mais comme ça, on organise cet échange. Oui, on n'est pas juste en mode, passez-moi l'expression, mais e-learning des années 90, où on est face à son écran à avoir du PowerPoint qui défile sous ses yeux toute la journée. Donc déjà, évidemment, on enrichit, on diversifie un peu les modalités, les activités, comme je vous l'ai montré précédemment, pour être dans cette logique de formation de processus. Et surtout, on fait en sorte qu'il y ait évidemment une partie sociale, et une partie sociale qui soit organisée autour de l'événement de formation, autour de l'action de formation. Et donc, forcément, derrière, l'idée, c'est si on demande aux apprenants de faire, comme je vois parfois du social learning, mais façon, allez-y, partagez un peu sur la plateforme, racontez votre vie sur un forum, etc. Non, une plateforme LMS, ça n'est pas Facebook, ça n'est pas fait pour raconter sa vie, tout simplement parce que les gens ne le font pas, ne l'utilisent pas pour ça. Par contre, si ça a une vertu pédagogique, si ça a une visée pédagogique, dans ce cas, oui, il va y avoir des échanges. Et donc là, on le voit avec des taux d'engagement qui sont quand même très très élevés. Les apprenants vont se saisir, vont s'approprier la plateforme et vont entrer donc dans ce dispositif. Et les apprenants qui sont les plus gros consommateurs de formation deviennent souvent aussi les plus gros consommateurs de ce dispositif de mentoring. Donc ça prouve bien que ça aide, en tout cas, ça contribue vraiment à développer une certaine culture de l'apprenance et ça nous permet aussi de lutter contre l'idée fausse, donc contre cette croyance, cette fausse croyance que la formation est la seule manière de développer des compétences. Donc là, on responsabilise, on donne du pouvoir aux personnes
qui ont des compétences à partager, et on donne des possibilités aux personnes qui souhaitent développer des compétences autrement que par la formation. Merci pour votre écoute. Alors je vais regarder s'il y a des questions. J'espère avoir été clair. Alors, oui, je confirme. Alors, je reprends l'orthographe, enfin les références. Donc, je pourrais vous donner les références exactes. L'auteur dont je parlais tout à l'heure, c'est Robert Brinkerhoff. Robert comme Robert. Brinkerhoff, Brinkerhoff. Robert Brinkerhoff. Et donc qui a d'ailleurs, lui, construit un modèle d'évaluation qui est un peu, je ne vais pas dire concurrent, mais complémentaire du modèle Kirkpatrick, qui s'appelle Success Case Method. Et donc, qui, lui, est vraiment très, très focalisé sur la question du transfert des acquis. Et donc, c'est lui, notamment, qui parle beaucoup du 10 à 30%. Enfin, il n'est pas le seul, et qui a sorti les chiffres de 15 à 45%. Donc, le bon moment pour évaluer à froid les formations. Alors, ça n'est pas toujours. Alors, à froid, alors je me méfie toujours des termes à chaud, à froid, etc. Tout dépend du type de formation. C'est-à-dire que si vous êtes sur des formations assez, on va dire, où il y a moins d'enjeux, on peut se limiter à une évaluation unique. Et dans ce cas-là, je conseille, avant j'étais plus sur J plus 90, maintenant je suis plus sur J plus 60. Parce que je considère qu'au-delà de 2 mois, si on n'a pas mis en œuvre, si on n'a pas mis en pratique dans les 2 mois suivant la formation, ça va être compliqué quelque part. Hein. Encore une fois, une formation, ça n'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Donc, comme la pratique du vélo, ça s'oublie. Donc, il faut pouvoir mettre en œuvre très rapidement. Pour les formations en fort enjeu, je conseille plutôt d'avoir des mesures, des évaluations régulières. Encore une fois, par exemple, à peu près une fois tous les mois. Donc après, il faut imaginer, peut-être qu'une fois, ça sera le formateur lors d'une classe virtuelle ou d'une session de regroupement, peut-être qu'après, ce sera le mentor, peut-être qu'après, ce sera un questionnaire participant, peut-être qu'après, ce sera un questionnaire au manager. Bref, on peut imaginer différentes modalités. Alors, j'ai ici comment faire en sorte d'encourager les personnes âgées et expérimentées à utiliser mentoring. Je fais aussi face à des collègues overbookés qui ne prennent pas le temps de s'intéresser au transfert et du coup au mentoring, ou encore de se rendre sur le LMS. Ah, eh bien, l'une des méthodes, je pense, c'est qu'il faut. Alors, vaste sujet, hein, merci Sébastien. Je pense que l'une des méthodes serait déjà d'introduire en fait cela directement dans la formation. C'est-à-dire que si par exemple vous faites de la formation en présentiel, il faut déjà en fait leur mettre l'outil dans les mains. Donc l'utiliser dans le cadre de la formation. Parce qu'il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de crispation, mais il y a beaucoup de fantasmes aussi sur le fait que les outils soient inaccessibles à des personnes voilà, âgées qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'outil informatique, etc. Eh bien, dans ce cadre-là, la meilleure des choses, c'est, on va dire, de briser ces fantasmes, de casser ces fantasmes et de leur montrer concrètement les choses pendant la formation. Donc peut-être d'imaginer en formation en présentiel, les faire travailler directement sur l'outil. Leur demander d'utiliser le dispositif de mentoring pour, par exemple, faire part de leurs questions ou d'utiliser l'outil à titre de brainstorming, etc., dans le cadre d'une activité pédagogique. Et le fait de l'aborder en formation leur montre que finalement, entre guillemets, ça n'est pas sorcier et qu'ils pourront tout à fait l'utiliser une fois la formation terminée, une fois revenus à leur poste de travail. Et ça peut être déjà une première chose. Et puis après, je pense qu'il y a une espèce de communauté de pratique
à animer, à imaginer post-formation ou régulièrement, soit à distance, parce que ça peut être une simple classe virtuelle, on va dire, d'observation, de suivi, donc ils vont rester dans un rôle assez passif, pour leur montrer les possibilités offertes par ce dispositif, et pourquoi pas en valorisant aussi, en mettant en avant des personnes justement plus âgées, expérimentées, mais qui auraient utilisé le dispositif pour montrer que ça n'est pas réservé qu'aux jeunes de 25 ans, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, voilà, ça peut encore une fois décrisper un peu la situation, si vous me passez l'expression. Est-ce que des grilles d'auto-observation sont présentes dans la plateforme? Alors oui, au stade, je vais dire, expérimental. C'est-à-dire que voilà, c'est en développement. C'est en développement. Merci Xavier pour la question. On a eu, derrière, nous étions chez un client avec qui on discutait quand même pas mal de cela et qui nous challengeait bien sur la partie vraiment suivi du développement des compétences, etc. Et j'étais évidemment le premier avis parce que je vois tellement les possibilités offertes par la plateforme pour aller sur ce terrain que je pense que l'on n'a pas fini de développer des fonctionnalités liées à l'évaluation. Donc là, ça n'est pas en production, ça n'est pas directement sur la plateforme à l'heure actuelle, mais c'est en cours de développement. On pourra vous associer au test avec plaisir, Xavier. Toujours à la recherche de testeurs réels qui vont nous faire des retours très très constructifs. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. J'espère que ça signifie que j'ai été clair. Dans tous les cas, je répète, donc vous avez mon adresse email. Si vous êtes sur LinkedIn, je suis facilement accessible. Donc n'hésitez pas, on prolonge l'échange en dehors du webinaire. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet que 1 heure ne saurait suffire.